À l'aube grise du Sahel, un convoi s'immobilise et la poussière dévore le silence brûlant. Pas de protocole ni de caméra. Ibrahim Traoré descend d'un pick-up usé, salue par les noms, partage les rations, ajuste des sangles, dort au sol. Que révèle, pour une nation blessée, un président qui choisit la boue plutôt que le marbre et marche vers le danger, coude à coude avec ses soldats trop fatigués? Gardez cette image vive. Elle annonce un récit où l'autorité se prouve par la présence, se mesure au souffle des hommes et refuse les salles de marbre. Cette histoire ne vend ni triomphe facile, ni slogan creux. Elle suit Ibrahim Traoré dans la poussière, au plus près de celles et ceux qui portent le fardeau quotidien. Promesse claire, un leadership de proximité et d'empathie peut réparer la confiance, recoudre les liens et transformer l'outil militaire en fraternité concrète au service des civils. Les enjeux sont lourds: dignité rendue, famille soutenue, mémoire honorée, conditions de vie relevées et un rapport armée-peuple redéfini sans théâtralité. La question qui tranche demeure simple, presque brutale. Que devient un pays quand l'exemple glisse des tribunes au terrain, quand un président écoute avant d'ordonner, partage avant de réclamer, marche avant d'exiger et revient encore? Ici, l'épreuve n'est pas l'image, c'est la constance, comptée chaque nuit, à hauteur d'hommes et de poussière, avec des engagements visibles, présence sur les bases, visites discrètes, gestes concrets qui déposent du sens là où la peur abîme. Ce récit promet d'examiner ce pari et ses coûts sans fioriture pour comprendre comment la proximité devient méthode et comment la méthode se transforme en confiance durable. La première révélation ne vient pas d'un triomphe, mais d'une perte. En 2022, alors que le Burkina Faso saignait sous les attaques, Ibrahim Traoré n'a pas choisi de renforcer les murs. Il a voulu réparer les âmes. Les villages tombaient un à un, les soldats combattaient avec des bottes usées, les familles fuyaient. Dans ce chaos, un homme a compris que la victoire ne se gagne pas seulement avec des balles, mais avec la fraternité. Son premier acte fut de créer le Fonds de solidarité nationale pour la défense. Chaque famille endeuillée recevrait un soutien régulier. Les veuves ne seraient plus condamnées au silence. Les orphelins ne seraient plus abandonnés à la poussière. Le geste, modeste en apparence, bouleversa la perception du pouvoir. Ibrahim Traoré devint le président qui écoute avant d'ordonner, celui qui s'agenouille là où d'autres construisent des tribunes. Bientôt, les soldats racontèrent l'histoire d'une mère à coups d'égout. Son fils tombé, elle pleurait seule jusqu'au jour où la porte s'ouvrit. Ni journaliste, ni ministre, mais le président lui-même. Il s'assit, prit sa main et resta silencieux. Ce silence devint symbole. Dans un pays où la distance était la norme, la compassion prit la forme d'un commandement. À partir de là, la reconstruction cessa d'être une formule. Elle devint politique publique, appuyée sur trois piliers: loyauté, protection, mémoire. Sous Ibrahim Traoré, la fraternité ne fut plus un mot. Elle prit corps dans les casernes, dans les rues, dans le regard d'un peuple qui redécouvrait la valeur du lien. Ce n'était pas seulement un changement administratif, mais une mutation morale. L'idée qu'un président pouvait marcher avec son armée et non au-dessus d'elle. Et cette idée, née d'un drame, allait bientôt redessiner la carte émotionnelle du Burkina Faso. Après la perte et la promesse, le changement prit visage humain. Ibrahim Traoré, souvent décrit comme le soldat président, choisit de devenir guide plutôt que commandant. Il parcourut les casernes, appela les soldats par leur prénom, écouta leurs récits avant d'écrire des ordres. Cette approche fit basculer l'atmosphère. Au lieu d'obéir par peur, les hommes commencèrent à agir par confiance. Dans une garnison près de Dori, un caporal raconta qu'il n'avait jamais vu un chef d'État s'asseoir sur un lit de camp, partager un bol de riz et demander simplement comment
Comment tiens-tu? Cette question banale marqua plus que n'importe quel discours. Les effets suivirent rapidement. La discipline s'adoucit sans se dissoudre. Les désertions diminuèrent. Les files, jusque-là méfiantes, commencèrent à accueillir les uniformes comme des frères. Un projet appelé Le Soldat et sa famille naquit dans cette dynamique. Logement, scolarité, soutien logistique. Derrière ces mesures, une idée. Protéger la nation ne doit pas signifier perdre la sienne. Dans les marchés de Ouagadougou, on vit pour la première fois des mères saluer les patrouilles avec respect. Dans les écoles, les enfants dessinèrent des soldats, non comme guerriers, mais comme protecteurs. Ce glissement symbolique pesa davantage que 1000 lois. Il installa une morale nouvelle. Et au cœur de cette mutation, Ibrahim Traoré devint un repère de cohérence. Ni héros, ni mythe, mais un miroir dans lequel un peuple fatigué commença à se reconnaître. Vous voyez, dans les réformes de guerre, peu touchent à l'âme. Celles-ci le firent. Le tournant décisif survint quand Ibrahim Traoré transforma le désespoir collectif en mouvement structuré. Les mois suivant sa prise de pouvoir furent un enchaînement d'actes concrets, parfois silencieux, toujours cohérents. D'abord, il s'attaqua à la fracture la plus dangereuse, la perte de sens dans les rangs. Il imposa un mot d'ordre: aucun soldat ne se battra seul. De cette idée naquit une série d'initiatives sans précédent. La Caisse nationale de réinsertion offrit aux anciens combattants une formation, un revenu, un avenir. Des ateliers ouvrirent à Bobo Dioulasso, puis à Kaya. Les anciens soldats, hier rejetés, y apprirent à devenir mécaniciens, artisans, cultivateurs. Ce geste, simple en apparence, brisa un tabou. L'armée cessait d'être une machine à user les hommes. Sous Ibrahim Traoré, elle devint un organisme vivant, capable de soigner ses propres blessures. Puis vinrent les centres de rééducation. Deux établissements modernes surgirent du sol sec de Ouagadougou et de Dori. Prothèse, rééducation, accompagnement psychologique. Les témoins racontent que le président ne s'y rendait pas en visite officielle, mais en compagnon d'épreuve. Assis auprès des blessés, il écoutait leurs récits sans interrompre. Un soldat amputé se souvient encore de sa phrase: tu restes entier tant que ta dignité respire. Ce fut une doctrine nouvelle, la force née de la reconnaissance. Parallèlement, il lança une réforme interne appelée rotation douce. Nul ne resterait plus de 4 mois en première ligne. Cette mesure, inspirée par les rapports médicaux, permit d'abaisser les traumatismes et d'augmenter la cohésion. Dans les camps, les retours périodiques devinrent des cérémonies discrètes. Familles et villages accueillaient les soldats avec gratitude. L'armée burkinabé commença à ressembler à ce qu'Ibrahim Traoré rêvait, une communauté d'efforts et de soins. Mais la transformation ne s'arrêta pas à la logistique. En 2025, il inaugura la mutuelle médicale des forces armées, assurance santé pour chaque soldat et sa famille. Les généraux et les jeunes recrues reçurent la même carte, le même accès. Cette égalité fit scandale chez certains anciens, mais galvanisa les troupes. Pour la première fois, un soldat savait que son enfant serait soigné, que sa femme ne mendierait plus au dispensaire. Ainsi, le courage retrouva son moteur, la certitude d'être vu, protégé, reconnu. Dans la nuit du 12 mai, lors d'une visite surprise à un avant-poste d'Arbinda, il partagea le repas des hommes, riz et haricots tièdes dans un bol cabossé. Quand on lui demanda pourquoi il venait sans escorte, il répondit: et le courage ne se commande pas, il se partage. Cette phrase fit le tour du pays. Le lendemain, les radios locales la citaient comme un proverbe. Le pouvoir venait de changer de nature. Il n'était plus vertical, il devenait contagieux. Sous Ibrahim Traoré, chaque acte politique se transforma en symbole humain, et chaque symbole devint une réforme mesurable.
Vous sentez, à ce moment, l'histoire cesse d'être un récit. Elle devient rythme, discipline et foi partagée. Pour mesurer la portée réelle des réformes d'Ibrahim Traoré, il faut regarder les chiffres. Avant son arrivée, le moral des troupes oscillait à peine autour de 37%. 2 ans plus tard, il dépassait 70%. Ce bond, presque doublé, ne s'explique pas par la seule stratégie militaire. Il traduit une reconquête de confiance. Le ratio de désertion, jadis d'1/50, tomba à 1/200. Et dans le même temps, la participation communautaire aux campagnes civiles, routes, écoles, cliniques, augmenta de 45%. Ces chiffres racontent une histoire plus vaste que celle de la guerre. Ils décrivent la guérison progressive d'un lien social que tout semblait condamner. Chaque initiative, chaque centre de rééducation, chaque retour de soldats vivants renforçait un fil de confiance. Les économistes locaux constatèrent même une hausse de 12% du commerce rural autour des garnisons rénovées. L'armée, jadis perçue comme un fardeau, devenait catalyseur de développement. Sous Ibrahim Traoré, la rigueur comptable fut jointe à une logique morale. Les budgets furent réorientés. Moins de dépenses pour les armes importées, plus pour la maintenance, la santé et la formation. Un rapport interne révéla que 28% des ressources militaires avaient été réaffectées aux besoins humains, un fait inédit dans l'histoire du pays. Ce déplacement de fonds, critiqué à l'extérieur, fit pourtant baisser les coûts d'opération et renforcer la loyauté. Le président répétait souvent: On ne défend pas une nation épuisée, on la soigne pour qu'elle se défende. Mais la donnée la plus frappante vient du terrain humain. Plus de 6 000 familles touchées par la guerre furent intégrées au programme d'assistance. Parmi elles, moins de 400 veuves reçurent une pension régulière et la scolarisation assurée de leurs enfants. Les enquêtes menées en 2025 montraient un retour de confiance institutionnelle jamais observé depuis 20 ans. Pour la population, Ibrahim Traoré cessait d'être un symbole lointain. Il devenait le garant tangible d'une dignité restaurée. Et pourtant, derrière ces progrès se dessinait un risque. Réformer en pleine guerre, c'est marcher sur un fil. Chaque succès exposait davantage le Burkina Faso aux critiques étrangères, à la méfiance de ceux qui ne comprenaient pas qu'une armée puisse guérir au lieu d'imposer. Mais pour Ibrahim Traoré, les chiffres ne servaient pas à séduire. Ils servaient à prouver que la compassion pouvait être une politique publique. Dans un monde saturé de stratégies, il proposait des métriques du soin: taux de repos, fréquence des visites, nombre de repas partagés. Ainsi, les colonnes de données se mirent à raconter des histoires. Derrière chaque pourcentage se cachait une main tendue, une promesse tenue. Les statistiques ne furent plus des abstractions, elles devinrent les témoins d'un changement moral. Le delta entre l'avant et l'après n'est pas seulement économique, il est humain. Et c'est ce glissement, mesurable, visible, vécu, qui définit aujourd'hui la révolution silencieuse d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre la portée du modèle d'Ibrahim Traoré, il faut entendre les deux camps qui s'opposent. Le premier, porté par certains analystes étrangers, voit dans cette révolution morale une fragilité. Une armée fondée sur l'émotion, disent-ils, risque de perdre son efficacité stratégique. L'argument est rationnel. La compassion ne remplace ni la logistique ni les alliances. L'histoire des guerres prouve que la proximité peut brouiller la hiérarchie. Mais en face, les faits résistent. Depuis que le président a instauré ces réformes, la coordination tactique s'est améliorée. Les temps de réponse aux alertes ont diminué de 18%. Les opérations conjointes entre unités mixtes ont triplé. Les observateurs africains parlent d'un phénomène inédit: la cohésion née du respect mutuel. Ibrahim Traoré, loin d'affaiblir la discipline, l'a redéfinie. Obéir, ici,
c'est comprendre la mission avant d'exécuter l'ordre. Les soldats, les soldats eux-mêmes évoquent un mot nouveau, fierté. L'autre critique, plus subtile, vient de l'intérieur. Certains craignent que ce modèle d'humanité ne soit pas durable, qu'il repose trop sur la personnalité d'un seul homme. Et pourtant, le système mis en place semble conçu pour lui survivre. Les fonds de solidarité, les programmes de réinsertion, la rotation douce, l'assurance militaire, autant d'institutions dotées de cadres et de budgets indépendants. Chaque officier formé est invité à reproduire ce modèle auprès de ses subordonnés. C'est la doctrine du service horizontal. Ce que ses détracteurs qualifient d'idéalisme ressemble de plus en plus à un pragmatisme culturel. Dans un pays où la peur fut longtemps la seule discipline, Ibrahim Traoré a compris que l'empathie, canalisée, devient une énergie stratégique. Elle ne remplace pas les armes, elle leur donne un sens. Ainsi, entre le scepticisme extérieur et la fidélité intérieure, une synthèse se forme. La guerre peut être menée sans se déshumaniser. Et dans cette synthèse, c'est peut-être le Burkina Faso qui écrit, avant les autres, un manuel de résilience politique. Un passage marquant débute ainsi: La force naît du soin donné aux autres. Cette phrase, prononcée par Ibrahim Traoré lors d'une visite nocturne à Kaya, résume l'axe invisible de son projet. Car au milieu du tumulte, il choisit la vulnérabilité comme stratégie. Ce renversement, discret mais radical, modifia le cœur même de l'armée burkinabé. Les soldats cessèrent d'attendre des ordres venus d'en haut. Ils commencèrent à s'organiser selon la logique du secours. Un mécanicien répara les camions des villages, une section d'artillerie construisit des puits, un groupe de jeunes recrues planta des arbres autour d'écoles détruites. Ce n'était pas de la communication, c'était la preuve que la reconstruction pouvait venir des uniformes. Ibrahim Traoré parlait peu, mais chaque geste disait: Nous ne sommes pas des instruments, nous sommes des tuteurs d'espérance. Et cette espérance contagieuse franchit les murs des garnisons pour gagner les marchés, les mosquées, les écoles. Ce fut le moment charnière, celui où la compassion devint une doctrine et la doctrine une dynamique nationale. Le pays venait de comprendre que la dignité pouvait se bâtir à main nue. Les réformes d'Ibrahim Traoré ne se sont pas arrêtées aux casernes. Elles ont pénétré les foyers, les marchés, les champs. Tout d'abord, ce sont les fonctionnaires et soldats qui furent les premiers touchés. Les conditions de vie, longtemps précaires, s'améliorèrent nettement. Logements rénovés, accès à l'eau potable, repos obligatoire. Les épouses des militaires, autrefois invisibles, devinrent actrices du programme Famille forte. Elles géraient des cantines locales et des ateliers de couture pour les veuves. Le revenu moyen de ces foyers augmenta de 22% en 2 ans. Puis, celui des entrepreneurs civils profita de l'effet d'entraînement. Les contrats publics s'ouvrirent à des artisans locaux, menuisiers, maçons, agriculteurs. Les chantiers militaires se muèrent en réseaux de production. Chaque base rénovée injectait des milliers de francs CFA dans l'économie voisine. Pour la première fois, une économie de guerre accouchait d'un tissu civil. Les marchés de Dori et de Fada connurent une hausse d'activité estimée à 30%. Ensuite, les jeunes et étudiants trouva dans l'exemple d'Ibrahim Traoré un horizon d'utilité. Les universités organisèrent des débats sur le leadership par l'empathie. Les lycées fondèrent des clubs de solidarité inspirés de ces tournées. Le mot service perdit son allure bureaucratique. Il devint un idéal. Des centaines d'étudiants volontaires participèrent à des programmes de tutorat dans les zones reculées, donnant au patriotisme une forme éducative. Enfin, celui des zones frontalières, connu le changement le plus profond. Dans les villages où l'armée était jadis perçue comme force d'occupation,
on la considéra désormais comme un rempart collectif. Les échanges commerciaux avec le Mali et le Niger reprirent timidement, portés par la confiance. Les agriculteurs osèrent revenir cultiver les terres abandonnées. Même les chefs coutumiers, sceptiques au départ, reconnurent publiquement que la paix ne se décrétait pas, elle se construisait à travers le respect. Ces impacts mesurables redéfinirent la hiérarchie des valeurs. Sous Ibrahim Traoré, le pouvoir ne se prouvait plus par le commandement, mais par la cohésion. Chaque action collective devenait symbole. Un puits creusé valait autant qu'une victoire militaire. Le peuple, lui, découvrit qu'un pays peut tenir debout non par la peur, mais par la reconnaissance mutuelle. Le résultat dépasse les statistiques. C'est une alchimie sociale. La confiance, lentement, devient culture. Et dans cette transformation, le nom d'Ibrahim Traoré s'inscrit moins comme celui d'un dirigeant que comme d'un tisserand, celui qui relie les fils dispersés d'une nation en marche. L'avenir du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré se dessine en trois trajectoires possibles, chacune ancrée dans la réalité du terrain et l'équilibre fragile du Sahel. Dans le premier cas, la dynamique actuelle se consolide. Les programmes de réinsertion et la mutuelle militaire atteignent leur vitesse de croisière, les retours de zones de combat sont coordonnés et la population maintient sa confiance. La croissance reste modeste, entre 3 et 4%, mais stable. Les jeunes officiers, formés à la doctrine du fort service horizontal, assurent la continuité. Le pays gagne en autonomie, sans rompre totalement ses liens avec les partenaires africains. Dans un scénario plus favorable, si la stabilité se maintient, le modèle Traoré pourrait inspirer un cadre continental. La coopération militaire entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, déjà amorcée, s'étendrait à la reconstruction sociale. Écoles frontalières, routes partagées, échanges agricoles. Dans cette projection, le taux de retour des déplacés pourrait dépasser 60% et la perception internationale du pays basculerait de zone rouge à exemple africain. Une génération entière apprendrait que la souveraineté peut s'écrire sans arrogance. Dans une hypothèse plus sombre, les menaces extérieures, sanctions, isolement diplomatique, attaques coordonnées, pourraient ralentir la réforme. Si l'économie fléchit ou que les groupes armés reprennent du terrain, la solidarité nationale serait mise à l'épreuve. Mais même dans ce cas, les structures créées, fonds, centres, mutuelles, assureraient une forme de résilience. Le risque majeur ne serait pas l'effondrement, mais la fatigue. Quelle que soit la courbe, une idée demeure. Un pays peut tenir debout si ses citoyens croient encore à la valeur de leurs liens. Ibrahim Traoré le répète souvent. Si nous cessons d'espérer ensemble, nous commencerons à tomber séparés. Et c'est cette conviction, plus que tout plan économique, qui décidera de l'issue des prochains mois. Le souffle d'Ibrahim Traoré ne s'arrête pas aux frontières de la politique. Ce qu'il propose, c'est un miroir pour chacun. Quand il s'agenouille devant une mère en deuil ou partage le repas d'un soldat, il envoie un message simple. Le pouvoir, s'il n'écoute plus, devient un mur. Et ce message touche trois cercles du public, bien au-delà du Burkina Faso. D'abord, les citoyens africains ordinaires. Ils y voient une revanche morale contre les élites éloignées. Dans les marchés, on répète ces phrases comme des proverbes. Le courage ne se commande pas, il se partage. Ces mots nourrissent une dignité populaire, une réconciliation lente entre peuples et d'institutions. Ensuite, la diaspora. Depuis Paris, Montréal ou Abidjan, des jeunes burkinabés suivent ces visites filmées par téléphone. Ils y lisent la preuve qu'un dirigeant africain peut s'affirmer sans copier les modèles extérieurs. Ibrahim Traoré devient symbole d'une indépendance intérieure, d'un retour à la fierté de servir. Enfin, le monde extérieur. Là, la réaction oscille entre curiosité et gêne.
Certains analystes saluent un humanisme de terrain, d'autres redoutent un précédent qui bouleverse les équilibres géopolitiques. Mais dans les regards, une question s'impose. Et si ce modèle fonctionnait ailleurs? Cette interpellation, douce mais tenace, constitue la victoire la plus intime d'Ibrahim Traoré. Car toucher le spectateur, c'est déjà modifier la trame du réel. Et dans chaque foyer qui entend son nom, quelque chose s'éveille. Le souvenir que la politique, à l'origine, était un art du soin. Pour qu'un idéal survive, il lui faut une méthode. Ibrahim Traoré l'a compris et a transformé sa vision en un plan concret découpé en 5 leviers d'action. D'abord, l'éducation civilo-militaire. Des programmes conjoints entre enseignants et officiers diffusent une culture de discipline et de service. Chaque école de province accueille désormais des séances de sensibilisation à la sécurité et à la citoyenneté active. Puis, l'autonomie logistique. Le Burkina Faso développe des unités de production locales pour l'entretien des véhicules et le recyclage du matériel. Moins de dépendance aux importations, plus de maîtrise du territoire. C'est une réforme de souveraineté silencieuse. Ensuite, la réinsertion communautaire. Les anciens combattants encadrent des projets agricoles, les femmes de soldats dirigent des coopératives rurales. Ce tissu social devient le garde-fou de la paix retrouvée. De plus, la diplomatie du Sahel. Ibrahim Traoré soutient une coordination régionale fondée non sur l'aide mais sur la mutualisation. Partage d'hôpitaux, d'écoles et d'informations stratégiques. Le mot-clé est solidarité horizontale et non tutelle. Enfin, la santé psychologique. Le programme SMSPS, soutien mental et psychosocial des soldats, relie les unités aux cliniques civiles. C'est la première fois qu'une armée africaine institutionnalise le soin émotionnel comme critère de performance. Ce plan n'a rien d'utopique, il est déjà en cours. Et s'il réussit, le Burkina Faso disposera d'un modèle d'État résilience exportable. Ibrahim Traoré ne promet pas un miracle, mais une discipline du courage. Et c'est souvent ainsi que les révolutions silencieuses gagnent du terrain. Une habitude, un geste, une constance. Dans les dernières minutes de son récit, Ibrahim Traoré revient toujours à la même image. Un homme, les bottes couvertes de poussière, marchant dans le silence du Sahel. Ce n'est ni un mythe, ni une pose. C'est un rappel. Le pouvoir, quand il se met à genoux, redevient service. Autour de lui, les visages changent. Soldats, mères, enfants, chacun retrouve une part de soi dans cette humilité debout. Le motif se referme ici, comme un écho au début. Là où le leadership se confondait jadis avec la distance, il devient proximité. Là où la peur divisait, la compassion rassemble. Ce n'est pas la fin d'une guerre, mais le commencement d'un regard nouveau sur la force. Dans un monde saturé d'images creuses, Ibrahim Traoré propose un contre-champ, celui d'un homme qui écoute avant de parler, qui soigne avant de conquérir. Son nom n'appelle ni culte ni mythe, seulement mémoire, car le souvenir d'un président qui pleure avec son peuple pèse plus que 100 discours. Et quand le vent du Sahel soulève à nouveau la poussière, on devine dans cette lumière rouge le visage d'un pays debout. L'histoire d'Ibrahim Traoré ne se clôt pas sur un triomphe, mais sur une invitation. Dans le silence retombé du Sahel, une question demeure suspendue. Qu'est-ce que gouverner, sinon marcher parmi les siens? Le président du Burkina Faso a prouvé qu'un pouvoir ancré dans la compassion pouvait survivre à la peur et qu'un pays pouvait se reconstruire sans renier sa douleur. Aujourd'hui, cette expérience dépasse les frontières. Elle interpelle ceux qui, ailleurs, confondent autorité et domination. Car si un chef africain, isolé dans la poussière, parvient à inspirer l'espoir par la simple cohérence de ses gestes, alors peut-être que le courage collectif peut redevenir une ressource mondiale. Ibrahim Traoré n'a pas réécrit la politique,
Il a rappelé qu'elle était au départ une forme d'attention. Et à vous qui écoutez cette histoire, une seule question s'impose. Quelle trace voulons-nous laisser? Celle de la peur ou celle de la fraternité? Parce que au Burkina Faso, un homme a montré que la dignité, lorsqu'elle marche, peut déplacer la poussière du monde.